J'étais dans le salon, toujours avec mes gants de jardinage, quand mon fils a posé un épais dossier sur le comptoir de la cuisine. « Signe-le, maman. Ce sont les papiers de la fiducie dont nous avons parlé. » J'ai cligné des yeux. Je ne lui avais pas parlé de fiducie. Mon cœur battait plus fort. Quelque chose dans sa façon d'éviter le contact visuel. La façon dont ma belle-fille se tenait derrière lui, les bras croisés, sans dire un mot. Ils avaient tous les deux l'air sérieux, pressés, même. J'ai pris le dossier. Le langage juridique s'est brouillé devant mes yeux. Je ne suis pas avocate. J'ai toujours fait confiance à mes enfants. Mais soudain, je ne me suis pas sentie très en sécurité. « Laisse-moi lire ça », ai-je dit. Mon fils a soupiré. « Tu n'es pas obligé. C'est juste des choses courantes. On essaie de protéger tes biens, c'est tout. » Je l'ai regardé. Le même garçon que j'avais autrefois accompagné à la maternelle sous une pluie battante, emmitouflé dans mon vieux manteau rouge. Le même garçon qui pleurait quand je partais au travail. Il me demandait maintenant de signer une renonciation, sans me dire exactement quoi. C'est là que j'ai compris que quelque chose clochait. Ce soir-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'étais assise à la table à manger, le dossier fermé devant moi. Mon esprit s'emballait. Je me demandais sans cesse pourquoi maintenant? Pourquoi tant d'urgence? Pourquoi ne pas me l'expliquer? Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. Je me sentais coupable, comme si je trahissais mes propres enfants. Mais au fond, je savais que s'ils n'avaient rien à cacher, ils ne verraient pas d'inconvénient à ce que je demande un deuxième avis. Ce que l'avocat a découvert a tout changé. Mais ce qui avait commencé comme un geste d'amour s'est transformé en quelque chose de bien plus troublant. Je m'appelle Elena Rhodes. J'ai 68 ans et j'ai vécu dans le Rhode Island presque toute ma vie. Je suis née dans une maison en ruine à 2 étages près de Warwick et j'ai été élevée par des parents qui croyaient au travail, à l'honnêteté et au respect de la parole donnée. 4. La majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai travaillé comme bibliothécaire scolaire. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais je l'adorais. L'odeur des vieux livres, le rythme tranquille de l'apprentissage, la façon dont les yeux des enfants s'illuminaient lorsqu'ils découvraient une histoire qui leur ressemblait. Cela apportait à ma vie une joie tranquille. J'ai été mariée à un homme gentil nommé Thomas. Nous sommes restés ensemble pendant 33 000 ans avant que le cancer ne me l'arrache. Nous avons eu 2 enfants, mon fils Daniel et ma fille Meredith. Après la mort de Tom, j'ai essayé de maintenir une vie normale. Je restais occupée, faisant du bénévolat à la bibliothèque, rejoignant un groupe de quilting et marchant tous les matins avant le lever du soleil. Mais quiconque a perdu un être cher sait que ce n'est plus jamais pareil. La maison semblait plus grande. Le silence s'alourdissait. Mes enfants venaient me rendre visite quand ils le pouvaient, mais ils avaient chacun leur vie. Daniel travaillait dans l'immobilier. Meredith a déménagé dans le Connecticut après avoir épousé un comptable. Je ne la voyais pas souvent. Ce n'était pas grave. Je me disais que c'était la vie. Les enfants grandissent. Ils construisent leur propre monde. Pourtant, de temps en temps, surtout le soir, je la ressentais. Cette douleur sourde dans la poitrine. Celle qui survient quand on se rend compte que le téléphone n'a pas sonné de la journée ou quand on cuisine trop par habitude. Puis vint la retraite. Je pensais que la retraite serait synonyme de liberté. Mais j'avais l'impression de dériver, d'avoir perdu mon but. J'ai commencé à penser à déménager plus petit. La vieille maison était pleine de souvenirs, mais aussi de responsabilités. Les gouttières, la chaudière, le déneigement en hiver. J'avais glissé sur les marches de derrière une fois et je me suis fait un bleu à la hanche. Ça m'effrayait plus que je ne l'avouais. Un après-midi, alors que je déjeunais avec Daniel, j'ai mentionné que je pensais vendre la maison. Il s'est penché vers moi, les yeux écarquillés. « Tu sais, maman, tu pourrais emménager avec nous. » Il a dit, « On a une chambre de libre maintenant que Lily est partie à l'université, et tu serais plus près des petits-enfants. » J'ai hésité. Je ne voulais pas être un fardeau, mais une partie de moi aspirait aussi à retrouver cette proximité, à entendre les rires résonner dans le couloir, à manger à une table pleine, à me sentir utile. Daniel sourit. Réfléchis d'accord? On t'aidera pour tout. Alors, je l'ai fait. J'y ai réfléchi. J'ai parlé à mon conseiller financier. J'ai demandé à ma sœur. Et au bout de quelques mois, j'ai pris la décision. J'ai vendu la maison, emballé des souvenirs de toute une vie et emménagé dans l'appartement que Daniel et sa femme avaient rénové spécialement pour moi. Au début, c'était charmant. Ils m'ont bien accueilli.
Il y a eu des dîners ensemble, des soirées-jeux avec les petits-enfants, et même un week-end à Cap Cod. J'ai commencé à croire que ce chapitre de ma vie pourrait être tout aussi épanouissant que les précédents. Mais de petites choses ont commencé à changer. Des changements subtils et discrets de ton et d'atmosphère. Daniel semblait distrait, stressé. Il était toujours au téléphone à parler de bonnes affaires, de krachs boursiers, d'impôts. « Ne t'inquiète pas, maman », m'a-t-il dit un soir après que je lui ai demandé si tout allait bien. On cherche juste des moyens de protéger ton argent. Ça m'a frappé. Mon argent. Je n'y avais pas vraiment pensé sous cet angle. Il me restait un joli pécule, issu de mon fonds de retraite et de la vente de la maison. J'avais toujours pensé qu'il reviendrait à Daniel et Meredith un jour, mais je n'avais pas encore fait de plan précis. Puis, un soir, Meredith est venue me voir pour la première fois depuis des mois. Elle semblait étrangement silencieuse, touchant à peine à sa nourriture. Après le dîner, je l'ai surprise à regarder Daniel, ses yeux brillants d'une lueur que je n'ai pas bien déchiffrée. Un avertissement, une inquiétude? Je l'ignorais. Le lendemain matin, Daniel est entré dans la suite avec un dossier. Des documents juridiques, a-t-il dit. Quelque chose à propos d'une fiducie familiale. Juste pour protéger ses biens, a-t-il expliqué. Tu ne voudrais pas que les impôts engloutissent tout ça, n'est-ce pas? J'ai dit que j'aimerais le lire. C'est là que la tension a commencé. Les sourires doux se sont transformés en pression polie. La chaleur est devenue formalité. Tu n'as pas besoin de lire tout ça, a-t-il répété. Ce n'est que du standard, des trucs classiques. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Il avait prononcé exactement ces mots la veille. Les jours suivants, j'ai remarqué de légers changements. Les petits-enfants venaient moins souvent dans ma suite. Sa femme a cessé de frapper pour me saluer. L'atmosphère autour de la table s'est calmée, comme si un non-dit planait entre nous. Un matin, pendant que Daniel était au travail, j'ai rouvert le dossier. Cette fois, j'ai cherché sur Google quelques mots. Des termes comme irrévocable, concédant et transfert de propriété m'ont retourné l'estomac. C'est alors que j'ai appelé Patricia, une vieille amie de mon défunt mari, qui travaillait maintenant comme avocate spécialisée en droit successoral. Elle a accepté de me rencontrer le lendemain. Je n'en ai parlé à personne. Je ne voulais pas attiser les tensions. Je ne savais toujours pas si j'étais paranoïaque ou protectrice, mais le poids dans ma poitrine me disait que quelque chose clochait. Patricia a lu les documents attentivement, ligne par ligne. Elle est restée silencieuse pendant un moment. Puis elle referma le dossier, ôta ses lunettes et me regarda droit dans les yeux. « Éléanore, si tu avais signé, tu leur aurais donné le contrôle légal total de tes finances, et tu n'aurais pas pu revenir en arrière sans leur permission. » Mon cœur se serra. Je pensais me rapprocher de ma famille. Je pensais trouver chaleur et sécurité dans mes dernières décennies. Mais là, je ne savais plus où j'allais. De l'extérieur, tout paraissait encore normal. Des photos de famille souriantes au mur, des dîners tranquilles, un café matinal. Mais quelque chose avait changé, quelque chose était brisé, et je ne savais pas depuis combien de temps c'était ainsi. Après ma rencontre avec Patricia, je suis rentrée chez moi en essayant de ne rien montrer. Je me sentais comme un étranger dans ma peau, soudain prudent, sur mes gardes, méfiant. Mais je n'avais aucune preuve. Pas vraiment. Juste du jargon juridique et une intuition. Je me suis dit de ne pas tirer de conclusions hâtives. Peut-être que Daniel ne comprenait pas non plus tout à fait la signification de ces papiers. Peut-être que quelqu'un l'avait mal conseillé. Peut-être essayait-il simplement de me protéger, en s'y prenant mal. Mais cet espoir a commencé à s'effriter lentement, doucement, jour après jour. Tout a commencé par un sourire. Un soir, nous étions tous assis dans le salon. Moi, Daniel, sa femme Sandra et le plus jeune petit-fils, Noah, qui construisait une tour avec des blocs Jenga par terre. Sandra m'a demandé avec une telle désinvolture que j'ai failli la manquer. « As-tu réfléchi à ces papiers ?» Je lui ai jeté un coup d'œil. Je réfléchis encore. Je veux être sûre de tout comprendre avant de signer. Elle a hoché la tête et a souri, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était autre chose. Serré, tendu, comme quelqu'un qui sourit pendant un mensonge. Je connaissais Sandra depuis plus de 20 ans. Ce sourire n'était pas le sien. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à remarquer d'autres petites choses. Un après-midi, je suis entrée dans la cuisine pour me préparer une tasse de thé, et j'ai entendu la conversation s'interrompre dès mon entrée. Daniel était à table avec un homme que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un en costume bleu marine avec une serviette en cuir.
Ils ont tous deux levé les yeux vers moi et sont restés silencieux. « Oh, maman !» a dit Daniel en se levant vivement. « Je ne savais pas que tu étais à la maison. C'était bizarre. J'étais presque toujours à la maison. » J'ai hoché la tête, faisant semblant de ne pas remarquer l'atmosphère étrange qui régnait dans la pièce. J'ai préparé mon thé et je suis partie en silence. Mais le lendemain matin, j'ai trouvé une carte de visite dans la poubelle sous l'évier. Elle appartenait à un cabinet de planification successorale. Je me suis dit que ça ne voulait rien dire. Peut-être qu'il faisait juste des recherches. Peut-être que je me faisais des illusions. Mais ensuite est arrivée la porte. Il y a un petit couloir entre mon appartement et la partie principale de la maison, et il a toujours eu une impression d'ouverture. Pas de porte verrouillée, pas de limite. Mais un matin, en allant chercher le courrier, j'ai trouvé la porte intérieure verrouillée. Pas juste fermée, verrouillée. Je suis restée là, la main sur la poignée, le cœur battant la chamade. Il était 10h30. Les enfants étaient à l'école. Daniel et Sandra travaillaient tous les deux à la maison ce jour-là. J'ai frappé doucement. Rien. J'ai frappé à nouveau. Au bout de quelques secondes, j'ai entendu des pas étouffés. Puis la serrure a cliqué. Daniel a ouvert la porte, les yeux écarquillés de surprise feinte. « Oh, désolé, maman. J'ai juste un appel privé. » Il avait l'air troublé, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je vérifie. « Un appel privé avec la porte verrouillée ?» ai-je demandé doucement. Il a ri en se frottant la nuque. « Tu sais comment c'est. Le bruit de fond, le chien qui aboie, la télé allumée. » Mais je savais que je n'avais pas allumé la télévision de la matinée. L'appartement était silencieux. Je n'avais pas émis un seul son. Plus tard dans la nuit, je me suis assise au bord de mon lit et j'ai fixé le plafond. 1000 pensées se bousculaient dans ma tête. Étais-je en train de perdre la tête? Étais-je en train d'imaginer des choses qui n'existaient pas? Ou y avait-il vraiment quelque chose d'anormal? Je me suis souvenu d'une phrase de Patricia. La plupart des abus financiers commencent par la gentillesse et se terminent dans le silence. Ce silence commençait déjà à s'installer. Les enfants ne débarquaient plus sans prévenir dans mon appartement. Sandra ne s'attardait plus pour prendre un café. Daniel ne me parlait que lorsque c'était nécessaire, et toujours avec une étrange intonation. Mesuré, contrôlé. Un soir, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus troublant. Je rangeais les courses quand j'ai aperçu Daniel dans l'allée, au téléphone. Il me tournait le dos. Il ne me voyait donc pas à la fenêtre de la cuisine. Il faisait les 100 pas. Non, elle n'a pas encore signé. Je sais. J'essaie. C'est juste qu'elle est plus prudente que je ne le pensais. Il marqua une pause, puis dit doucement. Eh bien, elle n'a personne d'autre. On est seul maintenant. Je m'éloignai de la fenêtre avant d'entendre quoi que ce soit. Cette nuit-là, je restais éveillée. Les murs me semblaient plus proches, les ombres plus longues. J'entendais sans cesse des craquements et des murmures que je n'avais jamais remarqués auparavant. Le lendemain, je découvris autre chose. Une petite chose, presque insignifiante, mais qui me glaça. Dans un tiroir de la cuisine où nous gardions habituellement les coupons et les piles, je trouvai un post-it plié avec une liste griffonnée de la main de Daniel. On pouvait y lire « Reparle à maman ». Fixe rendez-vous avec Marc. Calendrier de signature de chèque de virement bancaire. Cette dernière phrase, calendrier de signature de chèque, me pesait lourdement. Quel calendrier? Pourquoi cette précipitation? Il préparait quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais la pression pour signer les papiers n'était pas une question de protection. C'était une question de contrôle. Et à un moment donné, ma confiance était devenue un outil qu'ils essayaient d'utiliser contre moi. Mais je ne pouvais rien dire pour l'instant. Pas sans plus de certitude, pas sans connaître la situation dans son ensemble. La dernière chose que je voulais, c'était accuser mes propres enfants de trahison et me tromper. Alors, j'ai commencé à être plus attentive. J'ai tout noté. Chaque commentaire étrange, chaque regard gêné, chaque moment qui me semblait étrange. J'ai commencé à garder mon propre petit carnet caché dans un livre creux sur mon étagère. Je me sentais ridicule, comme une espionne dans ma propre famille, mais je n'étais pas prête à partir. Pas encore. J'avais besoin de savoir jusqu'où cela allait. Une semaine s'était écoulée après avoir trouvé ce mot dans le tiroir de la cuisine, et je n'avais pas confronté Daniel ni Sandra. Au lieu de cela, j'attendais. J'observais plus attentivement, j'écoutais plus attentivement. Chaque instant me semblait être une mise à l'épreuve silencieuse de mon instinct.
Et plus j'observais, plus je réalisais à quel point j'avais été profondément isolée, non pas par la force, mais par des choix subtils. Un regard par-ci, une porte fermée par-là, un dîner auquel je n'étais pas invitée, un appel téléphonique dont on ne m'avait jamais parlé. Puis, un vendredi après-midi, j'ai découvert quelque chose que je n'étais pas censée voir. Il pleuvait légèrement. Daniel et Sandra étaient partis plus tôt ce matin-là, prétextant qu'ils allaient à un séminaire de planification financière à Providence. Les enfants étaient chez des amis. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. J'en ai profité pour faire le ménage. J'avais besoin de me distraire. J'ai plié le linge, essuyé les comptoirs, balayé le couloir entre ma suite et la maison principale. En époussetant l'étagère près de la porte du garage, j'ai accidentellement renversé une pile de vieux magazines. En me baissant pour les ramasser, j'ai remarqué qu'un bout de papier était tombé d'entre deux d'entre eux, comme s'il y avait été caché. C'était un fil de discussion imprimé. Objet, urgence, révision de fiducie. Urgence urgente, Eleanor Rhodes. J'ai parcouru la chaîne de courriels, les mains tremblantes. Daniel avait envoyé un courriel à un avocat, pas à Patricia, à quelqu'un d'autre, pour ajuster le libellé d'un document de fiducie avant sa présentation. Ses mots exacts étaient « Il faudra modifier la clause relative à la procuration médicale avant qu'elle ne signe. Il faut aussi lui retirer l'accès aux options de dispersion, conformément à notre conversation. Elle ne remettra pas en question si c'est clairement formulé. Elle ne remettra pas en question. » Je me suis laissé tomber sur la chaise la plus proche. Mon estomac se noua. Ma tête bourdonnait d'électricité statique. Ils prévoyaient de me retirer mes droits. Ils écrivaient l'histoire de mon avenir en secret. Et je n'avais même pas le droit de tenir un stylo. Je ne pouvais plus respirer. Il fallait que je sorte, que j'aspire. Sur un coup de tête, je me suis précipitée dehors, qu'il pleuve ou non, et je me suis retrouvée sous l'auvent, respirant à plein poumon l'air froid et humide. C'est alors que j'ai vu autre chose. De l'autre côté de l'allée, au-dessus du garage, j'ai remarqué un petit dôme noir au coin du toit. Il n'était pas là avant. Je connaissais chaque recoin de cette propriété. Ce n'était pas un luminaire. Ce n'était pas une mangeoire à oiseaux. C'était un appareil photo. Je l'ai fixé longuement. Puis je me suis lentement retournée et j'ai levé les yeux vers la gouttière. Près de la porte arrière de ma suite. Une autre. À peine visible sous les combles. J'avais l'impression que ma peau était glacée. Je suis rentrée lentement à l'intérieur. Mes mains tremblaient en refermant la porte derrière moi. Je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché le numéro de modèle de la caméra en ligne. Cela m'a conduit au site web d'une entreprise de sécurité, à la surveillance à domicile, au flux en direct, à l'accès mobile. Cela a confirmé ce que je craignais déjà. Ils m'avaient observé. Ce soir-là, quand Daniel et Sandra sont rentrés, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai souri, je leur ai demandé comment s'était passé le séminaire, j'ai hoché la tête au bon moment. J'avais besoin de plus d'informations, plus que des emails et un aperçu d'une caméra. Alors, j'ai commencé à chercher. Lorsqu'ils sont repartis 2 jours plus tard, cette fois pour emmener les enfants au cinéma, je suis entrée dans la partie principale de la maison et j'ai ouvert la porte du bureau de Daniel. Elle était généralement fermée, mais jamais verrouillée. Son bureau était bien rangé. Ses étagères étaient remplies de classeurs et de livres d'immobilier. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est un petit ordinateur portable posé sur le côté. Une table, à moitié ensevelie sous le courrier. Je l'ai ouverte. Pas de mot de passe, juste un navigateur ouvert sur un tableau de bord cloud. La même société de sécurité que sur le site web. Il y avait 5 caméras en direct. L'une montrait le porche, une autre l'allée, une troisième le couloir juste devant ma suite. Et la quatrième, me donnait la nausée. C'était mon salon. Pas les colocations. La mienne, la partie privée. L'endroit où je lisais des livres, faisais la sieste, parlais au téléphone avec ma sœur. La dernière vidéo montrait ma kitchenette. L'angle pointait droit vers la table où je m'asseyais chaque matin pour boire mon café et écrire mon journal. J'ai éteint doucement l'ordinateur portable, reculé, essayant de ne pas pleurer sur place. J'ai dû m'asseoir. J'avais l'impression d'avoir les jambes en papier. J'étais surveillée, pas seulement pistée, surveillée. Mes routines, mes pensées, mes moments de chagrin et de réflexion. Tout était enregistré comme si j'étais une sorte de fardeau plutôt qu'un membre de la famille. Et pourquoi faire? Le contrôle, l'argent.
C'est alors que j'ai vu que le tiroir sous l'imprimante était légèrement bocal. À l'intérieur se trouvaient des dossiers intitulés Elanar Medical et Trust Strategy. Final brouillon. Version finale. Je les ai pris discrètement et suis retourné dans ma suite. Une fois derrière ma porte verrouillée, j'ai tout disposé sur la table et commencé à lire. Ils avaient tout préparé, documents financiers, directives médicales, et même un nouveau testament notarié, mais non signé. Daniel demeurait donc seul administrateur de ma succession. Dans une version, il y avait des notes manuscrites de Sandra. Retirer Meredith. Risque d'interférence. Ma fille retirée de mon testament, comme un risque commercial. Je n'en croyais pas mes yeux. Pas seulement une trahison, pas seulement une manipulation. C'était une stratégie. J'ai rappelé Patricia, je lui ai tout raconté. Cette fois, ma voix ne tremblait pas. Elle n'a pas hésité. Prépare un petit sac. Viens chez moi ce soir. Je ne suis pas prête à fuir, ai-je dit. Pas encore. Patricia marqua une pause, puis dit quelque chose que je n'oublierai pas. Tu ne fuiras pas. Tu reprendras ta liberté. J'ai raccroché, me suis assise dans mon salon silencieux, désormais privé, et j'ai levé les yeux vers le coin près de la bibliothèque où la minuscule lentille d'une caméra cachée clignotait légèrement en rouge. Je les regardais droit dans les yeux. Pour la première fois, je leur ai laissé lire la colère sur mon visage. Ils voulaient une vieille femme discrète, qui signerait sans lire, qui ferait confiance sans poser de questions. Ils allaient apprendre que je n'étais pas cette femme. Plus maintenant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. La pluie avait cessé, mais mes pensées se déversaient en moi comme une tempête. Mon monde, celui que j'avais tranquillement reconstruit après la mort de mon mari, m'était devenu inconnu. Ma maison ne me semblait plus un havre de paix. Les personnes en qui j'avais le plus confiance me semblaient désormais des étrangères, enveloppées de sourires et de conversations polies. Allongée sur le côté, je fixais le contour de mes rideaux tandis que le clair de lune filtrait. Je n'étais pas seulement en colère. J'étais en deuil. En deuil de la famille que je croyais avoir, de la paix que je croyais avoir gagnée, et du rôle que je croyais encore jouer en tant que mère, grand-mère, personne dont la voix comptait. Depuis combien de temps me traitait-il comme un projet? Une impasse? Cela avait-il commencé quand j'ai emménagé? Où était-ce avant? Quand j'ai commencé à leur confier de petites responsabilités, en leur faisant confiance. Confiance. Ce mot me blessait plus que tout. Au petit matin, je me suis levée et j'ai rouvert les documents. Cette fois, j'ai lu chaque page lentement. Pas en tant que mère, mais en tant que femme qui avait besoin de comprendre le champ de bataille dans lequel elle avait été plongée. Il y avait des codes discrets dans la formulation des choses. Des expressions comme « pouvoir exécutif », accès discrétionnaire et surveillance de fin de soins. Je ne comprenais pas tout, mais j'en comprenais suffisamment pour savoir une chose. Ils avaient pris des mesures pour m'enfermer juridiquement et financièrement. Et si j'avais signé ces papiers, je leur aurais donné la permission de le faire. Je n'étais pas prête à me laisser enfermer. Alors, je me suis habillée, je me suis préparé un café serré, je me suis assise à mon bureau avec un carnet et un stylo, et j'ai commencé à planifier. La première chose que j'ai faite a été de dresser la liste de ce que j'ignorais. Depuis combien de temps les caméras étaient-elles là? Qui d'autre était impliqué dans cette affaire? Mon compte bancaire était-il surveillé? Quels autres documents existaient que je n'avais pas vus? Puis j'ai listé ce que je savais. Il y avait au moins 5 images de surveillance. Daniel et Sandra correspondaient avec un avocat dans mon dos. Un nouveau testament avait été rédigé. Ma fille Meredith avait été délibérément exclue. J'avais besoin d'aide, mais pas du genre à provoquer des drames. J'avais besoin d'un soutien discret et intelligent. J'ai rappelé Patricia et lui ai proposé de déjeuner dans un endroit neutre et public. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café à 2 villes de là, un café que nous fréquentions il y a des années, quand nous étions plus jeunes, et qui était rempli de rire. Quand je suis entrée, elle était déjà assise près de la fenêtre et un dossier en papier craft devant elle. J'ai sorti des documents publics, a-t-elle dit doucement. Ils ont déjà créé une nouvelle fiducie à votre nom. Vous êtes le constituant, même si vous n'avez jamais signé. J'ai eu un coup de cœur. Mais sans votre signature, ils ne peuvent pas la faire respecter. C'est la bonne nouvelle, a-t-elle ajouté rapidement. Ils préparent quelque chose avant que vous n'en sachiez assez pour l'empêcher. Je me suis penchée et j'ai posé la question qui me trottait dans la tête toute la matinée. Est-ce légal? Patricia a hésité. Ce qu'ils prévoient de faire pourrait devenir légal si vous leur en donnez les moyens.
Mais ce qu'ils ont déjà fait, installer des caméras dans votre espace privé sans votre consentement, c'est aller trop loin. Et la fausse piste de mai prétendant que vous avez accepté certaines modifications. Cela pourrait être un motif de fraude. J'ai expiré lentement. Puis je lui ai demandé de m'aider à élaborer un plan sûr, sans confrontation. Pas encore. Elle a accepté. Les jours suivants, tout en faisant comme si tout allait bien, j'ai procédé prudemment, discrètement. D'abord, j'ai acheté une petite clé USB et copié tout ce qui se trouvait sur l'ordinateur portable de Daniel. Emails, documents, vidéos de surveillance, liens. Je l'ai fait tard le soir, alors que tout le monde dormait, le cœur battant la chamade. Ensuite, j'ai contacté ma banque directement, non pas depuis mon téléphone, mais depuis l'ordinateur de la bibliothèque publique. J'ai vérifié chaque transaction récente, chaque point d'accès connecté. J'ai changé mes mots de passe. J'ai configuré des alertes de sécurité. Puis j'ai appelé ma fille Meredith. Je ne lui avais encore rien dit. Je ne voulais pas croire qu'elle avait vraiment disparu de ma vie, mais j'avais besoin de savoir où elle en était. Lorsqu'elle a répondu, j'ai perçu la fatigue dans sa voix. Celle que l'on porte quand on pleure en silence quelqu'un qui est encore en vie. « Salut, maman », a-t-elle dit. « Tout va bien. On peut se voir ?» ai-je demandé. Rien que nous deux. Il y a eu un silence, puis un doux « bien sûr », surpris. Quand nous nous sommes retrouvés chez le petit fleuriste près de son appartement, elle m'a serré dans ses bras comme si elle avait peur que je disparaisse. Nous nous sommes assises sur un banc dehors, et je lui ai dit la vérité. Tout. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, me tenant juste la main. Ils m'ont dit que tu ne voulais plus de moi. Elle a finalement murmuré. Ils ont dit que tu essayais de simplifier la succession, que ce n'était pas personnel. Des larmes lui sont montées aux yeux. J'ai cru avoir fait quelque chose de mal. J'ai pris sa main et je l'ai serrée. Tu ne l'as pas fait. Nous sommes restés assis là en silence, main dans la main, sous le soleil printanier, baignés par le parfum des lys et de la lavande. En rentrant ce soir-là, quelque chose avait changé en moi. Je n'avais plus peur. J'étais concentrée. J'ai passé les jours suivants à tout rassembler, à faire des sauvegardes numériques, à consigner des entrées dans mon journal, à créer une chronologie. J'ai parcouru mon vieux courrier, vérifié l'historique de mes navigateurs, et même photographié les appareils photo. C'était comme monter un dossier, car c'était exactement ça. Et quand je serais prêt, vraiment prêt, je les confronterais. Mais pas en criant ni en accusant, avec des faits, des preuves. Avec mon avocat et ma fille assis à mes côtés, le jour du jugement est arrivé, avec un soleil matinal discret filtrant à travers mes rideaux. J'ai ressenti un étrange mélange d'effroi et de calme, comme au bord d'une falaise. Sachant que la chute était inévitable, mais aussi que l'atterrissage pourrait enfin me libérer. Patricia avait accepté de m'accompagner. Meredith aussi. J'ai dit à Daniel et Sandra qu'il fallait qu'on parle. Pas de détails, juste assez pour les attirer dans le salon de la maison devenu un champ de bataille. À leur arrivée, Sandra a souri, un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Daniel avait l'air distrait, mais il essayait de le masquer avec son habituel hochement de tête confiant. Je me suis assis au bout de la table, Patricia à côté de moi, Meredith de l'autre côté. J'ai ouvert le dossier que j'avais apporté. Il contenait tout, des emails imprimés, des captures d'écran du flux de sécurité, des relevés de transactions bancaires, et même des photos des caméras cachées. Avant aujourd'hui, j'avais commencé doucement. Je pensais connaître cette famille. Je pensais pouvoir vous faire confiance. Mais la vérité que j'ai découverte raconte une toute autre histoire. J'ai posé la première page. Un échange de mails entre Daniel et l'avocat, au sujet des modifications à apporter à la fiducie. La procuration. La révocation de Meredith. Le visage de Sandra s'est crispé. Les doigts de Daniel tressaillirent. J'ai cliqué sur ma tablette et montré les flux en direct que j'avais enregistrés. Les angles pointaient droit vers mes appartements privés. Daniel déglutit difficilement. J'ai trouvé ces caméras, dis-je, dans des endroits où je devrais me sentir en sécurité sans mon consentement. Les yeux de Sandra se détournèrent. Je marquai une pause, les regardant tous les deux. Ce n'est pas une question de paranoïa ou de malentendu, dis-je. C'est une question de contrôle et de trahison. Daniel parla enfin, d'une voix basse, sur la défensive. Tu ne comprends pas la situation. On a fait ça pour te protéger, pour éviter que les choses ne dégénèrent. Protège-moi, répétai-je. L'incrédulité transparaît dans ma voix en m'espionnant, en réécrivant des documents juridiques à mon insu,
en essayant d'exclure ma fille de ma vie. Sandra tenta de l'interrompre, mais Meredith leva doucement la main. Maman mérite de savoir la vérité, dit-elle fermement. Les yeux de Sandra se remplirent de larmes. On essayait juste de faire ce qu'il y avait de mieux. C'est compliqué. Je secouai lentement la tête. Compliqué ou pas, c'était mal. Et ça s'arrête maintenant, se leva Patricia. Juridiquement, vos actions ont dépassé les bornes, dit-elle. Surveillance sans consentement, documents falsifiés ou manipulés, tentative d'isoler Madame Rodez de sa famille. Tout cela pourrait avoir de graves conséquences. Le visage de Daniel pâlit. Je pris une grande inspiration. Cette famille n'est plus fondée sur le secret ou la peur. Je reprends ma voix, mes droits et ma vie. Sandra s'essuya les joues, mais ne protesta pas. Daniel baissa les yeux, vaincu. Le pouvoir avait basculé, non pas parce que j'avais élevé la voix, mais parce que je m'étais accroché à la vérité, appuyé par des preuves, du soutien et une détermination inébranlable. Ce jour-là, j'ai réalisé autre chose. Je ne me battais pas seulement pour moi. Je me battais pour chaque instant de paix que je méritais, et pour ma famille aussi. Peu importe à quel point nous étions brisés. Après la confrontation, la maison me semblait différente. Moins comme une prison, plus comme un endroit que je pouvais enfin quitter. L'air semblait plus léger, les murs moins oppressants. Je savais que j'avais fait le premier grand pas vers la liberté. Mais je comprenais aussi que ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt et j'ai préparé une petite valise. Non pas parce que je fuyais, mais parce que je courais vers quelque chose, vers moi-même. Meredith m'a aidé à trouver un petit appartement à proximité, un endroit baigné de soleil et où il faisait bon respirer. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien. En fermant la porte derrière moi pour la première fois, j'ai ressenti un étrange mélange de peur et de soulagement. Je pénétrais dans l'inconnu, mais je sortais aussi des ombres qu'elles avaient projetées sur moi. La première nuit seule, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville scintiller comme des étoiles lointaines. J'ai laissé couler les larmes, non seulement de tristesse, mais aussi de soulagement après des années de douleur, de doute et de silence. J'ai appelé Patricia le lendemain. Il faut déposer les papiers pour révoquer ces documents, ai-je dit. Et entamer les démarches pour faire retirer définitivement les caméras. Elle a souri, soulagée. Je m'en occupe. Concentre-toi sur ta guérison. Poser des limites n'a pas été facile. Les appels ont afflué. Certains pour s'excuser, d'autres pour me mettre en colère. J'ai ignoré la plupart. J'ai bloqué des numéros, changé d'adresse email. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais le pouvoir de décider qui je laisserais entrer et qui je garderais à l'écart. Des amis m'ont contacté. Des voisins m'ont apporté des fleurs et de la soupe maison. Meredith me rendait visite tous les jours. Nous avons cuisiné ensemble, ri ensemble et planifié des voyages dont nous n'avions jamais osé rêver auparavant. Un après-midi, en déballant mes affaires, j'ai retrouvé un vieil album photo d'avant le drame familial. Des photos de mes enfants jouant dans le jardin, de moi souriant avec mon défunt mari, des moments de pur bonheur. J'ai ri aux éclats en voyant une photo ridicule de Daniel couvert de peinture lors d'un projet artistique d'enfance. Malgré tout, certains souvenirs étaient intouchables. J'ai alors compris que reprendre ma vie en main ne signifiait pas effacer le passé. Cela signifiait s'accrocher à ce qui était bon, tirer les leçons de la douleur et choisir ce que je voulais conserver. Lentement, la paix s'est installée en moi. Je ne me contentais plus de survivre. Je vivais. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai cru pouvoir à nouveau aimer et faire confiance, à commencer par moi-même. Le premier matin dans mon nouvel appartement, la lumière du soleil entrait par les fenêtres comme une douce promesse. Les murs étaient peints d'une douce couleur crème, et le parquet brillait d'une douce lueur que je n'avais pas vue depuis des années. Debout près de la fenêtre, je savourais le bourdonnement silencieux de la ville qui s'éveillait en contrebas, le chant des oiseaux, les bavardages lointains et l'odeur du café frais qui montait de la rue. Cet espace m'appartenait. Chaque centimètre carré. J'ai rangé ma petite collection de livres sur l'étagère, posé un vase de marguerites fraîches sur la table de la cuisine et accroché un tableau acheté lors d'un voyage des années auparavant, un paysage simple de collines vallonnées et de ciel ouvert. Chaque objet était un fragment de moi, un rappel de qui j'étais avant que tout ne s'écroule. Fini les pièces froides et stériles, remplies de caméras cachées et de secrets murmurés. Ici, l'air était vivant, chaud, parfumé et plein de possibilités. Je commençais mes journées doucement, sans me précipiter pour maintenir la paix ou dissimuler mes soupçons.
Au lieu de cela, je préparais mon café avec soin, savourant le riche arôme qui emplissait la cuisine. J'ouvrais grand les fenêtres et laissais l'air frais du printemps emporter les derniers vestiges de peur. J'entamais de nouveaux rituels. Le matin, je m'étirais près de la fenêtre, notant mes pensées et arrosant le petit jardin d'herbes aromatiques que j'avais planté sur le balcon. Le basilic et la menthe s'épanouissaient sous mon attention, comme je commençais à le faire. Les soirées tranquilles étaient mes préférées. J'allumais une bougie parfumée, me blottissais avec un roman bien usé et écoutais une musique douce qui me soulageait le cœur. Parfois, Meredith venait me rendre visite, me rapportant des anecdotes de sa journée ou ses gourmandises maison préférées. Nous rions plus à ces moments-là que depuis des années. À chaque petit geste, je me sentais revivre. Il y avait des jours où le passé projetait encore des ombres, des souvenirs de trahison ou de solitude qui me serraient la poitrine. Mais j'accueillais ces moments avec bienveillance plutôt qu'avec peur. Je me rappelais que la guérison n'était pas linéaire et que chaque pas en avant était une victoire. Un après-midi, alors que je tricotais une écharpe pour une association caritative locale, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre. La femme qui me regardait n'était pas seulement plus âgée. Elle était plus forte, plus calme, plus sage. Son regard brillait d'une étincelle qui m'avait longtemps manqué. Je n'étais plus définie par la trahison que j'avais subie. J'étais définie par le courage qu'il m'avait fallu pour partir, dire non et me choisir. Cette nouvelle vie n'était pas parfaite. Elle était réelle. Elle était la mienne. Et dans la chaleur de mon foyer douillet, entourée des sons et des odeurs que j'avais choisis, j'ai trouvé la paix. Parfois, ceux qui prétendent nous aimer le plus sont ceux qui cherchent à nous contrôler le plus profondément. C'est une vérité douloureuse à laquelle je ne m'attendais pas, mais qui m'a ouvert les yeux sur la réalité qui se cache derrière les sourires et les mots gentils. L'amour ne devrait jamais être une cage. Mon parcours ne consistait pas seulement à découvrir la trahison ou à me battre pour des droits. Il s'agissait de retrouver ma dignité, ma voix et ma paix intérieure. Le moment où j'ai choisi de dire non, de refuser le silence, de m'affirmer, a été le moment où j'ai commencé à vivre à nouveau. La liberté n'est pas toujours bruyante ou théâtrale. Parfois, c'est le courage discret de fermer une porte derrière soi et d'avancer vers l'inconnu avec espoir. J'ai appris que la force ne signifie pas ne jamais avoir peur. Cela signifie ressentir la peur et aller de l'avant malgré tout. Cela signifie avoir suffisamment confiance en soi pour fixer des limites, demander de l'aide et croire en un avenir meilleur. À tous ceux qui nous regardent, rappelez-vous ceci. Votre vie vous appartient. Personne d'autre ne devrait contrôler votre histoire ou vos choix. Faites confiance à votre instinct et n'ayez jamais peur de chercher la vérité. Si vous découvriez que quelqu'un observe chacun de vos faits et gestes, que feriez-vous? Je vous invite à partager vos réflexions ci-dessous. Vos expériences, vos peurs ou votre courage. Parce que parfois, le premier pas vers la liberté commence par une conversation. Merci d'avoir écouté mon histoire.